Donc, on poursuit dans le cadre du module de relations commerciales et on approche de la fin des différentes étapes de la vente. Et pour la suivante, nous allons parler de la présentation du prix et de la négociation qui pourrait suivre. Donc, comme rappel, les différentes étapes que l'on a vues, donc la préparation de la prospection, la prise de contact, la découverte du besoin, le verrouillage, puis l'argumentation et le traitement des objections. Et donc si toutes ces étapes se sont bien déroulées, vous aurez accès à l'étape suivante euh, pour essayer de finaliser votre entretien, et donc passer par la présentation du prix et éventuellement la négociation. Donc quelques définitions et le principe tout d'abord de la présentation du prix ou du devis. Donc, vous avez identifié la solution A, hein, on revient sur les étapes un petit peu précédentes, vous avez validé cette solution A, vous l'avez verrouillée, hein, vous avez bien compris le besoin du consommateur, et puis vous avez proposé votre solution B au travers de l'argumentaire, vous avez traité les différentes objections, et donc vous pourrez passer à l'étape finale, l'étape d'après plutôt, qui est la proposition du prix. Donc Qu'est-ce que c'est que la négociation? C'est le rapprochement de la fourchette de prix du commercial et du budget du client. Donc votre client, pour le choix d'un matériel ou pour le choix d'un produit quel qu'il soit, il a une fourchette de budget dans son esprit. Vous-même, en tant que commercial, vous avez également une fourchette de prix, on y reviendra, hein. Donc vous avez un prix haut et un prix bas. Et en fait, le principe de la présentation du prix suivi de la négociation, c'est d'essayer de faire rapprocher ces deux éléments, et à partir du moment où il y a un point de rencontre entre le budget du client et votre fourchette en tant que commercial, on va trouver un point d'accord pour finaliser la vente. Donc un petit rappel quand même important pour ce qui est de la négociation, hein. N'oubliez pas le principe de la balance, qui va être d'essayer d'équilibrer au maximum les avantages représentés par votre produit. Euh, on va essayer entre guillemets d'alourdir la balance avec les avantages pour que l'aspect prix devienne un élément presque accessoire. Dans l'absolu, si votre client comprend bien ce qu'il a gagné à utiliser ou à consommer votre produit, le prix peut devenir un élément secondaire. Quoi qu'il en soit, ce rappel est juste là pour vous signifier que euh, avant de présenter un quelconque prix, il faut bien mettre dans la tête de votre client ou de votre prospect tous les avantages qu'il va retirer à l'utilisation. Donc ça ramène des notions d'argumentaire notamment, hein, et de cas sans cas, donc caractéristiques, avantages, preuves, selon les différents mobiles d'achat. Donc la présentation du prix, c'est toujours une étape un petit peu difficile, puisqu'on va parler d'argent et que c'est jamais facile de parler d'argent. Donc il y a quelques éléments psychologiques à prendre en compte. Premièrement, soyez sûr de vous. D'accord? Si vous avez bien géré les étapes précédentes, il n'y a aucune raison que ça pose problème dans la mesure où vous avez tout validé. La solution A qui est verrouillée et la solution B, c'est-à-dire que vous vous êtes ensemble mis d'accord sur le fait que le produit que vous venez d'argumenter, le produit que vous venez de proposer à votre client, c'est le produit qu'il lui faut, qui correspond à un besoin, qui va améliorer ses pratiques, etc., etc., etc. Donc c'est la première des choses. Soyez sûr de vous. Deuxième chose, n'ayez pas peur d'annoncer le prix. Parfois, un commercial se dit toujours dans la tête que ah mince, mon produit va être perçu comme étant trop cher. Mon client cherche avant tout un prix. C'est faux, c'est faux. Le client n'achète pas un prix, il achète un ensemble d'avantages. Plus les avantages sont nombreux, plus un prix un petit peu élevé sera justifié. Okay, prenez en considération cet exemple-là. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit votre domaine d'activité, que vous vendiez des tracteurs, du matériel, de l'aliment, des intrants, etc., etc. Posez-vous cette question-là. Est-ce que ce sont les produits les moins chers qui se vendent? Non. Si c'était le cas, il n'y a que le discount qui marcherait. Il n'y a que les produits les moins chers qui se vendraient, et les produits les plus chers feraient zéro part de marché. Hein, prenons l'exemple des tracteurs, par exemple, une marque comme Fendt qui est réputée pour être
pour être dans les prix les plus chers, bah, c'est une marque qui se vend, qui réalise une certaine part non négligeable de part de marché et qui n'est certainement pas dans le fond du classement des parts de marché. Okay, donc gardez ça quand même dans un coin de votre tête. Le prix ne fait pas tout. Et quand on entend le client achète un prix, ben non, non, c'est pas la vérité. Puis si le client n'achète que un prix, ben c'est peut-être que le commercial n'a pas été capable de lui faire comprendre les avantages. Alors quelques autres éléments psychologiques. Avant d'annoncer votre prix, récapitulez brièvement les plus gros avantages que vous avez abordés lors de l'argumentaire. Je vous propose un petit exemple, hein. Donc nous avons dit 5 tonnes d'aliments complets Boost qui améliorent la production de X% et la qualité du lait, etc. Avec la livraison en vrac dans votre silo la semaine prochaine, cela revient à. Donc vous préparez déjà votre client ou votre prospect, hein, vous réinsistez un petit peu sur les avantages de telle manière à ce que le prix paraisse un élément le plus léger possible. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire lors de la présentation d'un prix. Alors ce qu'il est bien de faire, c'est d'un point de vue du vocabulaire, c'est d'utiliser des expressions qui sont un petit peu moins agressives que d'autres. Par exemple, vous pourrez dire que votre produit revient à, que votre produit fait, et vous annoncez le prix, plutôt que des expressions comme mon produit coûte ou cela s'élève à, qui sont des notions un petit peu plus négatives et qui peuvent donner l'impression d'un prix un petit peu cher. Ce que vous pouvez faire également, c'est ce que vous devez faire, c'est laisser le prix venir en fin d'entretien. On l'a vu dans le chapitre précédent, lors du traitement des objections, les objections de prix, si elles arrivent trop tôt, on les repousse. Quelles sont-elles? Alors c'est des objections quand vous allez commencer à argumenter un petit peu sur vos avantages, vous aurez peut-être une réaction de client qui vous dira « Oh là là, mais c'est trop cher ». Donc on va l'inviter à patienter pour avoir la réponse à cette objection-là, et on va la repousser en fin d'entretien. Pourquoi? Eh bien pour qu'il ait tous les tenants, les aboutissants, pour qu'il ait tous les avantages, qu'on lui ait exposé tous les avantages, encore une fois, pour que ce prix paraisse le moins élevé possible. Autre chose également à faire, c'est essayer de fractionner le prix, donc j'y reviens pas dans le détail, c'est des choses qu'on a vues également dans le chapitre précédent, mais c'est ramener le niveau de prix à un niveau acceptable pour l'inconscient du client. Je vais prendre l'exemple de l'apprentissage. Quand, entre guillemets, on vend de l'apprentissage, on ne dit pas au futur patron qu'un apprenti coûte 16 000 euros sur 2 ans, on lui dit plutôt que c'est un apprenti qui va coûter entre 400 et 500 euros par mois selon son âge. Aussi, essayer de donner un prix tout compris. Donc on reprend les avantages, on reprend les différentes options et on donne un seul et unique prix qui comprend tout ce que l'on vient d'énoncer. Donc tout ça pour pas avoir la mauvaise surprise qu'on peut avoir parfois, c'est de dire bah, le prix de base c'est 10 000 euros, mais à ça il faut rajouter la livraison, il faut rajouter la garantie, il faut rajouter la mise en route, il faut rajouter les pièces de rechange, il faut rajouter une garantie, etc. etc. Donc cette succession d'éléments qui vient en plus va venir dégrader l'image du prix, hein, dans notre balance, va venir dégrader l'image du prix, alors que la solution précédente, donner le prix tout compris, eh bien on va encore une fois redonner un certain nombre d'avantages avant d'annoncer un prix qui, on l'espère, paraîtra un petit peu plus léger. Dans cette même notion de à faire ou à pas faire, essayez, ça va un petit peu avec la fracturation du prix, hein, essayez de donner le prix financé, hein, quand vous vendez du gros matériel. Un prix de 400 euros par mois sera bien plus parlant pour le quotidien de votre éleveur ou de votre client, pardon, plutôt que d'annoncer brutalement 60 000 euros, voire bien plus. Évitez de donner des prix ronds. Si le prix total est un prix précis à virgule, annoncez ce prix précis à virgule. Le fait d'annoncer un prix rond, ça peut paraître, dans l'esprit de votre client, comme un prix comme ça, aléatoire, un petit peu sorti de votre chapeau. Puis le deuxième avantage, on le reverra, c'est qu'il y a une première partie de négociation qui peut porter justement sur ces petits montants à virgule. Donc quand vous établissez un prix ou quand vous donnez un devis, mon conseil c'est de ne pas donner un prix rond. Des choses à faire correctement aussi, bah, c'est essayer de faire toujours la première concession. Okay, donc c'est vous-même
qui proposait la première remise, le premier cadeau, entre guillemets. Pourquoi? Parce que cette première main tendue vers le client, ça veut dire je suis ouvert à la négociation. Et en B2B notamment, la négociation est un aspect important. En B2C, on négocie peu. En B2B, vos clients, vous le verrez, se feront un devoir de négocier, puisque, on l'a dit précédemment, ils protègent un budget. Et enfin, si ça arrive, mais si vous n'avez pas de pouvoir de négociation, annoncez-le tout de suite. Ne laissez pas croire à quelqu'un qui pourra négocier, s'il ne peut pas, c'est un côté frustrant. Donc si votre patron, si la stratégie commerciale de votre entreprise vous dit qu'il n'y a pas de négociation possible et que le prix que vous annoncez est ferme, annoncez-le également avec votre client. C'est le prix que je vous propose est un prix ferme, non négociable. D'accord? Donc, parfois, cette impossibilité de négociation peut être assez mal vécue en B2B, puisque c'est ce qui se fait. Donc, mon conseil, c'est d'une manière ou d'une autre, laissez-vous une marge de négociation. On retrouve notre fourchette de négociation qu'on verra dans le détail un petit peu plus. Donc, quels sont les principes de la négociation? Donc, premier principe, il faut être prêt à des concessions. Si vous n'êtes pas prêt à négocier, c'est ce qu'on a vu juste avant, si vous n'êtes pas prêt à négocier, ne le faites pas, mais n'ouvrez pas la porte. Donc, petit exemple, ok, je veux bien vous accorder une remise supplémentaire, mais vous vous engagez sur une plus grande quantité. Donc, c'est l'objectif des concessions mutuelles. Je fais un pas vers vous, vous, client ou prospect, vous devez être capable de faire un pas vers moi. Autre exemple, oui, je peux baisser le prix de 1000 euros, mais en contrepartie, que dites-vous d'une extension de garantie de 2 ans? C'est le premier principe fondamental de la négociation. Il faut que ce soit une négociation donnant-donnant. C'est fini le temps où uniquement le commercial pouvait faire des concessions. Maintenant, si on veut que la relation commerciale perdure, si on veut négocier d'égal à égal, si on veut négocier sur des bonnes bases, si on veut négocier sainement, il faut que ce principe de donnant-donnant soit présent. De toute façon, s'il y a un déséquilibre dans ce principe de donnant-donnant, si l'un des deux se sent lésé, on n'arrivera pas au bout de la négociation et on ne conclura pas de vente. Deuxième principe, donc pour trouver un accord, chacun doit ressortir gagnant. C'est un petit peu la même idée, mais il faut que les deux aient l'impression d'avoir gagné. Le client, il faut qu'il ait le sentiment d'avoir obtenu un bon prix par rapport aux avantages recherchés, et vous, commerciaux, vous devez avoir la certitude d'avoir réalisé une marge suffisante, c'est la base, puisque si vous ne réalisez pas de marge, votre entreprise ne vivra pas. Mais dès lors que vous trouverez cet équilibre, le client a le sentiment d'avoir obtenu un bon prix, il est gagnant, le commercial a fait réaliser une marge suffisante, il est gagnant également, pardon. Donc c'est le deuxième principe, en plus du donnant-donnant, c'est le principe du gagnant-gagnant. Si vous arrivez dans vos négociations, dans vos entretiens de vente, à respecter ces deux grands principes, vous irez au bout, vous signerez des bons de commande, et puis vous ferez gagner de l'argent à votre entreprise, vous ferez gagner de l'argent à votre client, et vous-même en tant que commerciaux, avec un système de commission, vous gagnerez également de l'argent. Donc dans les techniques de négociation, je vous ai parlé plusieurs fois de la fourchette de prix, c'est le préalable à de la négociation. Vous devez préparer votre fourchette de prix. Quand vous négociez avec un client, vous devez avoir cette fourchette en tête. Exemple, on vend de la semence de maïs, on achète la dose à notre fournisseur, 200 € hors taxe. Notre patron souhaite une marge de 25% minimum, c'est la marge qu'il a définie, c'est la marge qu'il a calculée, sans laquelle l'entreprise ne peut pas vivre et ne peut pas financer son activité. Donc on l'achète 200 €, on a une marge minimum de 25% à réaliser, ça veut dire qu'on doit vendre notre dose à notre client 250 € minimum, pas en dessous, sinon on ne gagne pas assez d'argent. On sait que nos concurrents proposent des doses similaires autour de 275 €. Pourquoi je vous parle de concurrence? Puisque dans la fixation de prix, c'est un élément que vous devez prendre en compte, d'avoir à peu près un ordre d'idée des prix de concurrents à produits équivalents. Attention, il ne s'agit pas de comparer un John Deere de 200 chevaux avec un Kubota de 70 chevaux. Donc on essaye de comparer des choses similaires et avoir une idée du prix des concurrents, ce qui va nous permettre de fixer notre fourchette. Donc quand je vais démarrer ma négociation, je vais avoir en tête une fourchette de prix de 280 €. Je suis pas trop au-dessus des concurrents, donc je pense rester sur un prix
qui est plutôt acceptable pour mon consommateur, et je ne pourrai pas descendre en dessous de 250 euros, sans quoi je ne gagne plus d'argent. Donc je vais démarrer ma négociation à 280 euros. Et l'objectif de cette négociation, ça va être d'essayer de maintenir un niveau de marge supérieur à 25, ok, et pourquoi pas supérieur aux 250 euros. Tout ce que je gagnerai en plus, ce sera du bonus. Autre exemple, prenons l'exemple cette fois d'un matériel, d'un endaineur. Donc j'ai prospecté un client qui désire un endaineur. Le prix catalogue, il est de 8200 euros. Alors je simplifie l'exemple, mais à ces 8200 euros, ceux qui sont dans les concessions, il faudrait enlever les remises constructeurs, des remises spécifiques, des remises mortes saison ou que sais-je encore. Donc on a un prix catalogue à 8200 euros. Notre patron, il souhaite une marge de 17% minimum. On refait la même démarche que l'exemple précédent. Donc je devrais vendre ma machine, si je veux être au minimum de chez minimum, à 9594 euros. Donc je sais que mes concurrents, eux, proposent des machines autour de 9700 euros. Je peux fixer une fourchette, cette fois-ci en pourcentage de marge, entre 17, mon minimum, et pourquoi pas 19, mon maximum. Au-dessus de 19, je serais trop cher, et en dessous de 17, je ne gagne plus d'argent. Ce qui nous ferait un début de négociation à 8200 euros mon prix catalogue, multiplié par les 19% de marge, je vais démarrer ma négociation à 9758 euros hors taxe. Donc, lorsque cette fourchette est définie dans mon esprit, lorsque j'ai annoncé le prix haut à mon client, pour ouvrir la négociation, je peux faire la première concession. Alors la première concession, ça peut être une remise permanente, une remise exceptionnelle, qui peut prendre différentes formes, comme vous le voyez. Mais parfois, c'est le client qui va vous demander tout de suite, dès que vous allez lui annoncer le prix, il va vous demander un geste, un petit geste commercial. Donc faites-le lui préciser ce geste, ça a plusieurs intérêts. Exemple, votre client, une fois que vous avez annoncé le prix, va dire oui, mais vous pouvez me faire quelque chose. Essayez de retourner la question, reposez-la lui, à quoi pensez-vous? Ça va lui permettre de préciser, et vous, ça va vous permettre d'avoir une base sur ce que le client attend de vous. Donc vous aurez peut-être parfois la bonne surprise que votre client vous demande une remise étonnamment faible par rapport à ce que vous vous étiez dit que vous pourriez faire. Okay, mais parfois, votre client va vous demander aussi quelque chose d'extrêmement farfelu, sur lequel vous pourrez rebondir, en essayant de lui faire comprendre que cette remise est bien trop importante, mais que vous pourrez faire des efforts vers lui. Essayez toujours de garder le sens des proportions. On se rend compte, au travers des échanges qu'on peut avoir ensemble et de ce que vous nous racontez de votre vie professionnelle ou de ce qu'on peut vivre lors de différents exercices ou même examens, c'est que parfois vous perdez un petit peu le sens des proportions, et un client à qui vous annoncez un prix de 9530, vous, fièrement, vous lui dites qu'on arrondit à 1500. Vous voyez la petite parenthèse, si je ramène ça en pourcentage, vous venez de lui faire une remise de 0,3%. Un client, il aura peut-être cette réflexion en vous disant qu'il veut une remise, qu'il ne demande pas l'aumône. D'accord? Donc faites attention à ça. Ouais. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, hein. Quand on propose des remises en valeur, bien garder en tête le fait de les ramener au prix initial, parce qu'en pourcentage, c'est bien plus parlant qu'une valeur. Gardez bien votre fourchette en tête, bien sûr. Ne commencez pas trop haut. Si vous commencez trop haut votre fourchette, vous allez très vite décourager votre client et partir sur une très très mauvaise base. Ouh là là, mais c'est bien trop cher ça. Et aussi, ne descendez pas trop vite, puisque si votre première concession, par exemple, vous amène directement au prix plancher, vous vous retrouvez bloqué, parce que vous ne pourrez pas faire de deuxième concession. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on lit souvent, en moyenne, un commercial, pour finaliser sa vente, devra faire au minimum 2 concessions. Et enfin, n'oubliez pas les 2 grands principes que vous devez, en plus de votre fourchette, avoir en tête, c'est donnant-donnant et gagnant-gagnant. On ne signera rien si ces 2 principes-là ne sont pas présents, ou alors on arrivera peut-être à signer s'il n'y a pas le gagnant-gagnant, mais si notre client se rend compte qu'on a été bien plus gagnant que lui, on risque d'altérer la relation commerciale qui aurait pu naître.
Traditionnellement, donc un petit travail à faire. Pas de rendu spécifique pour ce type de travail, mais des choses qui pourront être très importantes pour vous et pour bien comprendre ce qui se passe dans votre milieu professionnel. Donc n'hésitez pas à discuter de l'aspect négociation, discuter avec vos patrons, discuter avec vos collègues, ne serait-ce que pour connaître les marges minimales à réaliser, et puis pour comprendre comment eux se débrouillent pour mener leur négociation. Construisez vos fourchettes de négociation. Donc je sais, quand vous êtes sur le terrain, parfois vous avez un pouvoir de négociation octroyé par votre patron, parfois vous n'en avez pas, et tout l'aspect gestion du prix doit passer par lui. Peu importe, même si c'est pas vous qui faites la négociation finale, essayez d'y participer, au moins en tant que spectateur, mais en tout cas essayez de la comprendre. D'accord? Quelles sont les marges minimum et comment votre patron construit une fourchette. Et puis enfin, si possible, mener une négociation seul. Alors mener une négociation en essayant d'avoir en tête tous les principes qu'on s'est dit, et puis avec la bonne technique, sachant que euh, l'expérience professionnelle, prendre des gamelles, se relever, retourner en négociation, finalement c'est le meilleur des apprentissages, c'est le meilleur des cours, c'est ce qui va se passer en réel face à un client. Donc dès que vous avez l'occasion, dans un premier temps peut-être d'assister à une négociation et ensuite de mener une négociation, sauter, sauter sur l'occasion, puisque le cœur du métier de commercial, c'est ça, c'est l'argent et donc la négociation. C'est la fin de ce cours, donc je vous invite à compléter ce cours avec les documents que je vous aurais fait passer sur Netipareo, et j'espère que vous avez passé un bon moment.